L'antisémitisme ne se définit plus comme tel, mais comme antisionisme, une façon détournée de montrer sa haine des Juifs sans pour autant être condamné. Et oui, alors qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelles sont les répercussions aujourd'hui de l'antisionisme? D'où vient cet antisionisme contemporain? Pour en parler, je reçois ce matin Pierre Lursa, spécialiste justement de l'histoire du sionisme, biographe de Vladimir Jabotinsky entre autres, et qui publie donc récemment Les mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain aux éditions de l'Éléphant. Pierre Lursa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, beaucoup de choses à aborder ce matin, mais d'abord, peut-être un postulat. Vous parlez dans votre livre d'un phénomène multiforme, l'antisionisme. Vous dites, dès le début, on ne s'intéresse pas dans cet ouvrage à l'antisionisme juif orthodoxe ou encore à l'antisémitisme marxiste, mais bien d'abord à l'antisionisme soviétique et l'antisionisme arabe et musulman. Pour vous, c'était important de faire le distinguo entre tous ces types d'antisionisme? Oui, bien sûr, c'est une idéologie qui a des racines multiples et qui prend des formes très diverses. Et je me suis intéressé à l'antisionisme radical, celui que on voit aujourd'hui. Je prends pour point de départ dans l'introduction l'agression d'Alain Finkielkraut, qui est traité de sale sioniste dans une rue de Paris. Et donc c'est cet antisionisme-là que je parle, c'est-à-dire c'est l'antisionisme en tant que à la fois comme discours radical et aussi une idéologie qui est colonisée, parce que c'est pas seulement, ce sont pas seulement des insultes et des slogans, mais il y a une véritable idéologie. C'est à elle que je m'intéresse dans ses racines historiques et surtout dans les différents mythes que j'analyse, comme le mythe de la Nakba ou le mythe du génocide du peuple palestinien, Oui, ça c'est ou celui de l'état d'apartheid. Oui, ça c'est intéressant et vous le savez mieux que personne. Malheureusement, Pierre Lursa, le conflit israélo-arabe est un conflit très mal connu. Historiquement, beaucoup de choses erronées sont enseignées dans les universités, dans les écoles. Des mythes qui ont pris une forme historique. Et le premier mythe qui pose problème, c'est bien sûr celui d'un peuple palestinien. Et vous citez notamment l'écrivain Éric Marty. Le principe mythologique, dit-il, de l'inversion dont le peuple juif est la victime coutumière. Les juifs deviennent des non-juifs et les Palestiniens des juifs génétique. C'est le constat que vous faites de la situation actuelle. Oui, c'est effectivement dans la construction du peuple palestinien, quelque part, c'est à nouveau la très vieille théologie de la substitution, c'est-à-dire qu'on a voulu remplacer le peuple juif, on a élaboré un nouveau peuple qui n'existait pas. Ma mère est née à Jérusalem en 1928 et à l'époque, les Palestiniens, c'était les Juifs. Et bien, aujourd'hui, on parle des Palestiniens comme si c'était eux les habitants de cette les autochtones de la terre d'Israël, et quelque part ils se sont substitués aux Juifs et ils ont remplacé les Juifs aussi dans l'inconscient collectif occidental, puisqu'on nous parle sans cesse de la Nakba qui quelque part se substitue à la Shoah, et on nous parle aujourd'hui des victimes palestiniennes comme si effectivement c'était le nouveau peuple souffrant, et à cet égard je parle effectivement du peuple palestinien souffrant qui s'est substitué au peuple juif dans l'inconscient occidental. Alors, on parle d'antisionisme. Évidemment, vous distinguez 5 types d'antisionisme. La contestation de l'existence nationale du peuple juif, la contestation de la légitimité de l'État juif, la diabolisation de l'État d'Israël, et puis par conséquent, une contestation radicale de la politique israélienne. C'est souvent ce qu'on entend dans la bouche de ceux qui se cachent derrière leur antisémitisme. En fait, ils disent on a le droit de critiquer la politique israélienne, donc ce n'est pas de l'antisémitisme. Mais vous dites que cela fait partie quand même intégrante d'un certain caractère antisémite. Eh bien, en fait, cet argument purement rhétorique, il n'apparaît que dans le seul cas d'Israël. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire on a le droit de critiquer la politique des États-Unis sans être anti-américain. C'est un argument qui n'existe que dans le cas d'Israël, pour lequel on dit on a le droit de critiquer Israël sans être antisémite. Eh bien, effectivement, on a le droit de critiquer Israël, et la preuve, c'est que c'est ce que font beaucoup les médias français, occidentaux en général, à longueur de journée. Mais on n'est pas dans le domaine de la critique, puisque justement dans le domaine de l'idéologie, et on est dans le domaine presque de la mythologie. C'est-à-dire que derrière toute attaque contre, ou derrière presque toute attaque contre le gouvernement d'Israël, on trouve
discours structuré dans lequel les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État, n'ont pas le droit d'avoir un État-nation. Et je donnerai un exemple tout à fait récent, c'est que il y a pas très longtemps, on a voté en Israël une loi sur le caractère juif de l'État d'Israël, et cette loi a été assimilée à une loi d'apartheid de manière totalement absurde. Parce Oui, que justement. Oui, justement, récemment, d'ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, mettait en garde contre un risque fort d'apartheid en cas d'abandon de la solution, entre guillemets, à deux États. Ce n'est pas nouveau, puisque dès 2006 également, on se souvient de Jimmy Carter, ancien président américain, qui publiait un livre au titre provocateur, Palestine, la paix, pas l'apartheid. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, justement ? Eh bien, je dirais que ce qui est peut-être le plus frappant et aussi inquiétant, c'est de voir que ce discours, finalement, gagne de plus en plus, je dirais, à la fois le mainstream de l'opinion publique occidentale, et notamment française, et aussi les classes dirigeantes, parce que lorsqu'un ministre des Affaires étrangères, effectivement, s'exprime de la sorte et accuse implicitement Israël d'être en passe de devenir un État d'apartheid, ça veut dire que l'antisionisme n'est plus seulement aux franges de l'échiquier politique, hein, c'est plus seulement José Bové, on se rappelle dans les années 2000, ou des gens comme ça, de cet acabit, c'est vraiment un ministre de l'État français qui s'exprime ainsi, et ça veut bien dire qu'il y a une perméabilité de plus en plus grande de la classe politique à ce discours, et de même, j'ai entendu sur France Culture des émissions où on laisse entendre aussi que Israël est ou est en train de devenir un État d'apartheid. Et de ce point de vue-là, effectivement, le discours antisioniste, quelque part, se banalise, devient de plus en plus présent dans le discours public en France, notamment. Mmh. En tout cas, les choses évoluent, hein, Pierre Lursa, ça va dans le bon sens. Les accords d'Abraham conclus entre Israël et plusieurs pays arabes ont permis finalement un petit peu d'inverser la situation et de dépasser l'antisionisme arabo-musulman qui existait depuis des années dans certains pays arabes. Alors oui, je dirais que c'est le grand paradoxe c'est le grand paradoxe de la réalité d'Israël aujourd'hui, c'est que au moment même où finalement la réalité israélienne est de plus en plus éloignée des mythes que véhicule le discours antisioniste. Bon, il n'y a jamais eu d'apartheid en Israël, évidemment, mais aujourd'hui, Israël a conclu des accords de paix avec les pays qui sont sans doute les plus représentatifs de l'islam des origines, et quelque part, il émerge un espoir d'une paix véritable, qui n'est pas la paix illusoire sur laquelle celle dont parlaient les chancelleries occidentales pendant des décennies, celle justement du discours des deux États qu'évoquait le ministre français des Affaires étrangères, mais une paix qui est fondée justement sur la reconnaissance mutuelle de l'identité de chacun, et donc pas non plus sur des concessions territoriales israéliennes, comme on s'y est habitué. On nous a fait croire que pour obtenir la paix avec le monde arabe, il fallait toujours qu'Israël fasse des concessions, qu'Israël cède une partie de son territoire et finalement une partie de son identité même, puisque les territoires de Judée-Samarie, ce sont justement les territoires constitutifs de l'identité israélienne. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est une paix authentique dans laquelle des pays arabes musulmans reconnaissent Israël pour ce qu'il est, c'est-à-dire reconnaissent le lien consubstantiel entre Israël, l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël des origines, le peuple, les Bnei Israël qui sont évoqués dans le Coran. Et donc les Arabes reconnaissent cette réalité historique et identitaire. Et de son côté, Israël reconnaît aussi le lien entre les Arabes d'aujourd'hui et notre ancêtre commun Abraham. Donc c'est pour ça que ces accords s'appellent les accords Abraham. Et bien donc ce discours, je dirais le discours antisioniste peut paraître de plus en plus loin de la réalité. Quelque part, c'est un discours éculé, c'est un discours qui n'a plus aucune prise avec la réalité. Et malgré tout, c'est à ce moment même que le discours antisioniste, comme je disais, devient de plus en plus présent et de plus en plus dans le mainstream, dans l'opinion publique occidentale. Et bon, c'est un paradoxe apparent, mais finalement, ce n'est pas entièrement un paradoxe, parce que je dirais le monde arabo-musulman lui-même est partagé par un conflit de plus en plus intense entre une tendance qui est prête à accepter Israël et à se rapprocher d'Israël, comme on l'a vu dans les accords Abraham, et de l'autre côté, une tendance qui, elle, est toujours aussi hostile. Et quelque part, le conflit interne au monde arabo-musulman est de plus en plus violent, justement parce qu'une partie du monde arabo-musulman a accepté l'existence d'Israël et l'identité d'Israël.
Les mythes fondateurs de Euh, l'antisionisme contemporain, publié aux éditions de l'Éléphant. Merci beaucoup Pierre Lurçat. On n'aura pas le temps malheureusement de développer davantage, mais en tout cas, je vous invite, chers auditeurs, à lire ce livre, Les mythes fondateurs donc de l'antisionisme contemporain. Merci beaucoup Pierre Lurçat. À très bientôt sur Radio J.